Écolo, Scopie. L'écologie Qui donne envie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission rigolote sur l'écologie. Une émission 100% positive, dans la joie et la bonne humeur, animée par Grand Vizir et Apicultrix. Alors, qui vous, Apicultrix ? Qui suis apiculteur, berger des abeilles, éco-animateur avec mon acolyte Grand Vizir. D'ailleurs, qui vous, Grand Vizir ? Qui moi ? Suis pas grand, suis pas vizir, mais j'aime la nature, l'écologie, et surtout je pratique la déconothérapie. La déconothérapie ? Ah, pas compris. Thérapie pour papy ? Happy ? Rire, s'amuser, déconner est bon pour la santé. Et puisque c'est contagieux, on va passer une petite heure ensemble à vous informer sur l'écologie, sur la façon de protéger notre environnement, tout en rigolant. Dans cette émission, je propose qu'on parle du sol. Des sols, pas la sol meunière, pas la note de musique, mais bien de notre terre. Et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi et comment régénérer les sols ? Et pour y répondre, nous avons un invité, Stéphane Masson. Pilier de l'association Les Jardineurs depuis 3 ans, il régénère avec succès le sol de la maison de l'écologie de notre ville. Nous irons également dans les écoles pour répondre aux questions des élèves. Mais d'abord, posons la question à ChatGPT, qui nous éclairera très certainement de son intelligence artificielle. GPT. Alors, ChatGPT, pourquoi régénérer les sols ? La régénération des sols est une méthode durable et efficace pour restaurer la santé et la fertilité des sols. La régénération des sols implique la modification des pratiques agricoles et forestières pour favoriser la biodiversité et la santé du sol et pour rétablir l'équilibre et la fertilité des sols. C'est Kiki qu'on invite ? L'invité. Eh bien, merci ChatGPT, c'était vraiment très clair. Pour clarifier encore un peu plus les choses, on a invité Stéphane Masson, qui est un des piliers de l'association Les Jardineurs, association qui valorise une ancienne friche industrielle dans notre ville pour en faire une maison de l'écologie. Pour rappeler l'importance de garder les sols vivants, ce lieu s'appelle Sol Majeur. Alors Stéphane, Sol Majeur, ça existe depuis 4 ans. Toi, tu y es depuis le début. Tu es arrivé quand en fait là-bas, toi ? Après le premier confinement, c'était une manière de s'évader. Ouais. Ah oui, bien. Suite au tout premier confinement avec cette cochonnerie de Covid, c'était un bon moyen d'évasion, proche, facile à accéder, et un petit coin de nature au milieu de la ville, donc ça fait du bien. Et du coup, toi en arrivant là-bas, t'as mis au service du projet tes compétences sur le sol, en fait sur le... Compétences, oui et non, connaissances surtout. C'est... De par mon peu d'expérience ayant grandi les week-ends à la campagne, c'est facile d'avoir observé pendant des heures et des heures la nature et donc d'avoir acquis certaines connaissances et donc de les reproduire sur un endroit où la nature est peu développée et où l'homme a pas mal dégradé le terrain. Donc l'idée est vraiment d'améliorer ce terrain et de reproduire un petit coin de paradis nature au milieu de la ville, là où c'est difficile pour la nature de se réintégrer. Toi, tu as vu la différence entre ton arrivée et maintenant, en termes d'animaux, par exemple, d'insectes, En termes d'animaux, oui, forcément, puisqu'en apportant rien que de la matière par les composts, des petits insectes, des fourmilières, je sais pas comment on va appeler ça, mais rien que la quantité de cloportes, ces petites bestioles qui se nourrissent de bois mort et de matière en décomposition, forcément ça a attiré une multitude d'oiseaux et d'autres animaux qui forcément apportent la vie. Donc oui, la vie s'y développe bien plus qu'en 3 ans, oui, bien sûr que j'ai vu une évolution. Et bien sûr que la vie s'y développe de plus en plus. Rien que de la quantité d'oiseaux observés, qui viennent se nourrir, ne serait-ce que quand on travaille la terre. C'est impressionnant de voir la quantité d'oiseaux, et même d'oiseaux opportunistes qui viennent nous manger dans la main même. Il y a un rouge-gorge notamment. Un rouge-gorge qui a été habitué à profiter des coups de pelle donnés pour venir gratouiller la terre, et voire même de s'incruster dans la brouette de terreau pour venir manger les petites larves qui s'étaient développées dans le compost. Et le rouge-gorge était le plus téméraire,
Mais il suffit de tourner le dos et de s'absenter 5 minutes du compost pour voir qu'il y a toute une multitude d'oiseaux, de petits oiseaux surtout, qui viennent profiter et qui sont opportunistes de ce que laisse l'homme et du coup viennent se nourrir sur le terrain. Donc oui, bien sûr que la vie s'y développe de plus en plus et que là, pour une fois que l'homme fait un beau geste et apporte quelque chose à la nature... Ouais. Mais en fait, on se rend compte qu'il faut peu de choses pour la développer, la nature. Et que souvent, on dépense une énergie complètement folle pour détruire cette nature. Je parle des pesticides, des tracteurs, des choses qui demandent beaucoup d'énergie, en fait. Alors que revenir à des choses peut-être plus saines, plus normales, plus tranquilles, plus à l'échelle humaine, avec un respect de la vie globale, la nature nous le rend vite et bien. Le retour à la vie se fait vite, en fait. Il suffit de faire un simple tas de branches ou de tas de feuilles mortes qu'on laisse à l'abandon. Ça va générer forcément mieux qu'un hôtel à insectes vendu en animalerie. Et du coup, les insectes vont s'y développer, les oiseaux vont venir manger les insectes. Forcément, comme il y aura des oiseaux, ça peut attirer aussi d'autres prédateurs. Enfin, il y a toute une chaîne naturelle qui va se mettre en place autour d'un simple tas de feuilles ou un simple tas de branches qui a été laissé à l'abandon. Oui, alors les hôtels à insectes, alors ça c'est un bon sujet parce que toi, ce que tu racontes, c'est que c'est bien de mettre des hôtels, mais il faut surtout mettre un restaurant. C'est pas tout d'avoir le dortoir, façon de parler, parce que le dortoir, déjà, le fait qu'il soit mis en hauteur et qu'il n'y ait aucun contact avec le sol, je vois pas comment un cloporte va avoir l'idée de se dire « Oh tiens, en hauteur, il y a une espèce de tour à insectes, ça va être bien d'aller s'installer là-dedans ». Encore une fois, ça vaudra pas un tas de feuilles laissées à l'abandon. Faut se mettre à la place de l'insecte, quoi, tout simplement. Hein. Et ils cherchent de la nourriture. Plus qu'un logement. Le tas de feuilles, non seulement fera logement, mais fera office de restaurant pour ces insectes. C'est comme nous, on va pas aller faire des villes dans le désert, c'est compliqué, parce qu'il n'y a rien à manger. J'étais en train de penser à Dubaï, en fait, mais bon, après, ça dépend, les goûts et les couleurs, il y en a qui aiment, donc bon. Je crois que Las Vegas ou Dubaï, c'est deux exemples de l'humanité qui veut prouver qu'elle est capable de faire des trucs impossibles. Tu vois, c'est-à-dire développer une ville là où il n'y a rien. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on essaye d'aller sur Mars et d'y développer la vie. Alors qu'on est si bien sur Terre, il suffirait de se contenter de ce qu'on a et d'essayer de préserver ce qu'on a surtout. Pour en revenir à Sol Majeur, en tout cas à l'action des jardineurs, il y a eu un compost mis en place à Léo-Lagrange, la primaire Léo-Lagrange. Et pourquoi je te demande ça ? C'est parce que c'est les jardineurs qui sont à l'initiative de ce projet et que ce compost à Léo-Lagrange, il marche bien et que les élèves, en fait, ont réussi à créer de l'humus. C'est des enfants de primaire, donc ils sont pas bien grands, mais en fait, ils ont vite compris. En fait, les enfants comprennent plus vite que les adultes, apparemment. Ouais, c'est Il suffit de leur montrer une fois et en général, l'exemple est bien suivi. Alors que les adultes, bien souvent, on est obligé presque de passer derrière en disant « Attention, t'as oublié une étiquette, attention, t'as oublié des papiers ». Certes, c'est un petit geste qui est pas bien méchant, mais à grande échelle, on en arrive à des tas de déchets qui traînent un peu partout sur la planète. Les résidus humains. Human-made. Les élèves ont participé à créer en fait du sol avec les déchets de cuisine qu'ils ramènent de chez eux. C'est-à-dire qu'ils demandent à papa ou maman, celui qui cuisine, de mettre de côté les épluchures, ils mettent ça dans un sac et le lendemain ils vont à l'école, hop, le foutent dans le compost. Et sont fiers d'avoir participé au compost. Ils sont hyper fiers, évidemment. C'est un truc collectif et puis ils savent qu'ils font d'un déchet une ressource. C'est tout bête, mais il y a une espèce de fierté à se dire ce truc-là était un déchet, il devient une ressource. Il a été revalorisé et très fier d'avoir participé à la création de la vie finalement. C'est ça. La première fois, ils ont peur des vers de terre et tout ça, ça les dégoûte. Mais c'est aussi peut-être parce que ils n'ont pas l'habitude d'en voir, et puis peut-être aussi parce que leur entourage leur dit que c'est sale et qu'il faut se méfier de toute la vie qui n'est pas humaine. Attention, ne touche pas, il y a des microbes. Et puis une fois le petit ver de terre découvert et qu'on s'est rendu compte que c'était pas bien méchant comme bestiole, ils prennent plutôt ça à la rigolade, et même certains
fier de voir que le compost pouvait chauffer. On a eu certains enfants qui se roulaient même dans le compost en disant « Waouh, c'est chaud, ça développe de la chaleur, on est trop bien ». C'est trop bien. Il y a eu une distribution de vers de terre aussi. Faites aller au Distribution Lagrange. en main. C'est ça, distribution de vers de terre. Vers de terre en main, afin de nous faire connaître et de montrer que c'était pas si répugnant que ça, que c'est une petite bestiole comme toutes les autres, qui est pas méchante et qui est parmi nous, mais qu'on ne fait pas attention à eux. Et après, ils prenaient même ça plutôt à la rigolade, plutôt que d'en avoir peur, finalement. Carrément. C'est la méconnaissance qui provoque la peur. C'est ça. Quand on connaît la dangerosité du ver de terre, finalement, on se rend compte que ce n'est pas bien méchant et que c'est plutôt un bon allié. Oui, c'est ça. Tu fais un combat de vers de tout terre. nu, toi contre un ver de terre, qui gagne. Ouais, c'est vrai que faut se méfier du ver de terre. Après, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est quand ils prennent conscience que le sol sur lequel ils marchent, je parle pas de sol bétonné ou bitumisé, de la terre, quand ils prennent conscience que cette terre, en fait, l'ensemble de cette terre, c'est du vomi ou du caca de ver de terre, en fait. C'est du vomi ou du caca de ver de terre, mais surtout que c'est du vivant. C'est encore une fois, quand on leur fait observer de près et qu'ils se rendent compte qu'il y a du vivant, on en vient un peu comme dans Avatar, où finalement, par la phase d'observation, il y a des êtres vivants qui sont sous nos pieds, et finalement, c'est là que s'y développe la vie. Pour un enfant, c'est la découverte, quoi. C'est découvrir qu'il y a la vie sous nos pieds. Ils sont même plus compréhensifs par rapport aux adultes en se disant « mais ça serait mieux qu'il y ait plus de sol vivant que de bitume ». Bah ouais. Les enfants sont plus logiques que les adultes, donc forcément, pour eux, c'est une évidence. Mais ils ont peut-être aussi moins construit de filtres nécessaires dans l'adaptation à notre société un peu à côté du vivant. Je sais pas. Moins de filtres, plus de logique, plus de... ça passe pas, les enfants passent pas par la complication, donc ils vont se poser des questions très simples et il suffit de leur montrer que le vivant est sous leurs pieds pour qu'ils comprennent que c'est la meilleure des choses finalement, mieux que le bitume et mieux que le goudron. Et quand tous ces enfants sont venus à sol majeur, ont pu découvrir que toute cette vie qui était présente et qui s'était développée dans le tas de feuilles ou dans le tas de compost, finalement étaient des bestioles plutôt sympathiques, inoffensives, et même convivial, puisque le coup du ver de terre, une fois mis en main, qui se tortillait, ou le cloporte, pareil, qui se met en boule en ayant peur de la main de l'enfant, c'est là que l'enfant se rend compte que c'est lui le prédateur et que ça les faisait plutôt rire qu'on leur ait fait croire que la petite bête était dangereuse et qu'au final, on leur a raconté des plus ou moins des bêtises, quoi. À propos de bêtises, je propose qu'on écoute ça. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Des fleurs connectées pour aider nos abeilles. Tout en plastique synthétique, ces fleurs vont permettre aux abeilles de venir butiner les délicats parfums diffusés par la capsule connectée que vous pourrez changer chaque semaine. Une mini-caméra vous permettra aussi de lancer un stream à chaque fois qu'une abeille vient butiner. Capsule à pollen vendue séparément, peut être utilisée dans vos toilettes. Les écolos. Pourquoi et comment régénérer un sol ? Comment ? Je vous demande comment on peut régénérer un sol. Régénérer ? J'ai rien compris. Non mais quoi ? Régénérer un sol. Attendez, un sol qui a besoin d'être régénéré, tout dégradé qu'il est, il doit plutôt ressembler à un sol bémol, voire même un fa dièse. Ouais, régénérer un fa dièse, ça veut rien dire. C'est bien ce que je disais. Régénérer, j'ai rien compris. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Cette gourde intelligente va vite devenir indispensable pour toutes vos prochaines randonnées. Elle teste la qualité de l'eau et vous envoie un rapport détaillé sur votre smartphone. Ting ! Enfin, elle vibre à votre ceinture quand il est temps de vous rappeler que boire est essentiel pour votre santé. Pour votre santé, buvez plus, mangez moins, courez plus, pensez moins. C'est Kiki qu'on invite. L'invité. De retour avec notre invité Stéphane Masson. Stéphane, à sol majeur, quel type de matière organique tu utilises ? Bien, on peut utiliser déjà toutes les matières présentes sur le terrain. L'idéal, c'est de pouvoir en rapporter de l'extérieur avec, par exemple, ce que la Seine peut nous apporter, puisqu'on a les quais de Seine à proximité.
Mais l'intérêt n'est pas de dépenser des litres de carburant et de gasoil pour amener quelques kilos de matière organique sur le terrain. Et qu'est-ce qu'il y a comme matière sur le terrain, du coup ? Du bois, les branches mortes, les feuilles mortes, les fruits éventuellement pourris qui restent et que les oiseaux ne mangent pas. Et du coup, la Seine, ça ramène quoi, la Seine ? La Seine, lors des crues, on a pas mal de bois morts aussi qui sont restitués sur les berges lorsque l'eau redescend. Du bois flotté, comme on dit ? Non, faut pas forcément qu'il soit flotté, parce que s'il est flotté, il va avoir une sorte d'imputrescibilité qui va être mise en place, dans le sens où tu auras des minéraux qui vont être incrustés dans le bois. Donc il va être beaucoup plus long à se désintégrer. Par contre, si tu as du bois pourri, où tu peux t'appuyer dessus avec le doigt et que ça fait une sorte d'éponge qui dégorge d'eau, là oui, le travail est mâché, et en quelques coups de marteau dessus, tu pourras en faire du copeau, et tu pars d'une bonne base. Donc là, oui, ton bois sera facile à travailler. D'accord. Et l'idée, c'est toujours de décomposer la matière en le plus petit morceau possible, quoi. Fragmenter. Plus tu fragmentes et plus tu gagnes du temps. Si tu mets un tronc d'arbre de 80 cm de diamètre en chêne massif, t'auras beau mettre 1 million de cloportes, ils vont mettre 150 ans avant de détruire ton chêne massif. Ouais, c'est clair. Maintenant, si ton bois est déjà fendu, éclaté par le cœur, ensuite a trempé, a été malmené par les crues et que des algues se sont mis dedans, quand il va ressortir sur les berges, les champignons vont aussi attaquer le bois, et de là, faut être opportuniste. Faut récupérer le bois qui est déjà attaqué, en fait. D'accord. Pourquoi il y a besoin de régénérer le sol majeur ? C'est quoi le sol de base, en fait ? Le sol de base, on part de loin, parce que c'est une sorte d'argile assez lourde, un peu sableuse par endroits, mais pour cultiver, c'est assez difficile, parce que c'est une terre qui est quand même lourde, assez pauvre. Bon, la nature prend toujours le dessus, donc les végétaux pousseront malgré tout. Mais si tu arrives à améliorer le sol et à faire une terre plus légère avec des apports d'humus... C'est-à-dire que c'est trop minéral, aujourd'hui, c'est ça ? L'argile, ouais, c'est un minéral. peu, c'est lourd. Disons que les racines vont avoir du mal à se développer sur une terre lourde plutôt qu'une terre légère comme en forêt. D'accord. Mais en fait, ça passe surtout par la phase d'observation. Sur le terrain, tu vas pas avoir un sol qui va être homogène de partout. Ton sol, tu peux l'avoir sur 10 mètres carrés, ça va être tassé, et puis les 10 mètres carrés d'à côté, ça va être plus sableux, plus léger, parce qu'il y aura eu un arbre à cet endroit-là qui s'est dégradé, qui aura fait plus d'ombre, donc la matière s'est développée plus à cet endroit-là qu'à l'endroit d'à côté qui était au soleil. Mais ça passe surtout par l'observation en premier. D'accord. C'est pas simplement apporter de l'humus et balancer une couche partout. Alors ça pourrait être que mieux, mais l'apport de matière ne doit pas être partout pareil. C'est pas tout planter et dire ça pousse pas. Faut comprendre pourquoi ça pousse pas. Est-ce que c'est parce que la terre est trop lourde ? Est-ce que c'est parce qu'elle ne tient pas l'eau ? Est-ce que c'est parce que justement elle tient trop l'eau et que du coup c'est tout pourri à cet endroit-là et que t'obtiens que de la mousse ? Observation. Hein. À sol majeur, on ramène pas mal de fumier qui vient de Maison Lafitte. En quoi c'est utile, le fumier ? Eh bien, le fumier t'apporte une matière riche en azote. Bon, après, c'est du fumier un peu particulier parce qu'il y a autant de matière fumier de cheval que de matière paille, mais paille fine. Donc, en fait, encore une fois, la fragmentation fait que tu vas gagner sur le temps plutôt que de ramener des grandes fibres de paille qui vont être longues à se détériorer. Là, on est sur de la paille fine qui est déjà broyée, plus ou moins écrasée par les chevaux, et on gagne encore une fois en temps. C'est le principe du tronc d'arbre qui va être très long à se détériorer s'il est massif, et alors que s'il est pourri, va se détériorer très vite. Logique. Là, on ramène de la paille très fine, donc de la matière très fine, donc on va gagner sur le temps et on aura une matière humus plus rapidement que si on ramène du fumier avec des grandes fibres de paille brutes. Ouais. Bon, après, ceci dit, c'est passé par le cheval, donc normalement, la paille, elle ressort pas brute. Ça existe d'avoir du fumier avec des gros grains de paille ? Non, parce que là, c'est le fumier, c'est ce qui sert de litière. C'est pas le fumier qui est passé par l'intérieur du cheval.
Ok. On parle pas du foin que le cheval a mangé, mais de la litière sur lequel il est. Ouais, c'est une litière en fait. C'est une litière. D'accord. Voilà. Donc Et c'est donc de la les litière de luxe puisqu'elle est essentiellement à base de paille de lin. C'est classe. C'est classe plutôt pour un cheval, ouais. Alors le cheval s'appelle Zach. Non mais Zach. donc on peut remercier Zach On quand peut même remercier Zach pour sa participation. pour ses dons assez réguliers à l'association. Ses dons réguliers et volumineux. Conséquents quand même. C'est vrai. Il y a d'autres dons intéressants. Il y a la ville de Houille qui a filé à plusieurs reprises des ballots de paille après leur opération Houille-Plage qu'ils font tous les étés. Et j'ai cru comprendre que c'était hyper bien aussi de récupérer beaucoup de paille comme ça. Enfin, de gros volumes. Beaucoup de paille, oui, c'est intéressant dans le sens où ça reste de la matière organique qui va se décomposer. Alors bon, on est plus sur du un peu plus gros et volumineux en termes de fibres, puisque là c'est vraiment de la paille par rapport aux fibres de lin. Donc ça va être plus long à se détériorer, mais c'est de la matière qui est réutilisable en compost. On peut la mettre à composter en tas, en volume, puisque ça va chauffer à plusieurs dizaines de degrés et se décomposer tout de même, même si c'est plus long que la décomposition du fumier fin. Mais cette matière, oui, est très intéressante dans le sens où on peut la réutiliser en paillage pour pailler le sol et faire une couche protectrice sur les parties cultivées. En fait, on peut la réutiliser pour plusieurs choses. Ouais, ça sert à plein de trucs en fait. Plein de choses pour le jardin. Par exemple, des plants de tomates qui avaient poussé carrément sur des ballots de paille un peu pourris. Quand on laisse un ballot de paille se décomposer tout seul... Des graines de tomates, du tas de compost, parce qu'on a réutilisé les ballots pour fabriquer, entre guillemets, un silo à compost. Et du coup, dans ce silo à compost, il y a des petites graines de tomates pourries qui se sont incrustées dans les fibres de paille qui contournent le silo. Et du coup, oui, des pieds de tomates magnifiques ont poussé au cœur des ballots de paille et s'y sont développés correctement, même plus que correctement, puisque sans tuteur, on a eu de belles tomates naturellement, sans même arroser, parce que le ballot de paille conserve l'humidité, développe une certaine chaleur. Et oui, les pieds étaient plus que raisonnables pour des plantes non entretenues, quoi. Puis il y a eu aussi des pieds de melon qui ont poussé, qui ont donné des petits melons qui ne sont jamais arrivés à maturité parce que ils ont poussé à l'ombre, mais ont quand même donné des melons, alors que nous avions semé des graines de melons au soleil volontairement, arrosées, et on n'a pas eu de fruits. Donc comme quoi la nature se débrouille mieux que nous. Bah ouais. Finalement. Quand les conditions sont bonnes. Quand les conditions sont bonnes et toutes réunies, la vie s'y développe, quoi. Sans l'aide de l'homme. Et là, encore une fois, l'idée est de passer par l'observation pour réussir à reproduire ces conditions et reproduire les mêmes choses dans la partie voulue du potager, puisque la nature fait mieux que nous. Bah oui. Donc, en fait, à nous de l'aider et de l'améliorer. Donc l'idée, c'est d'observer et d'apprendre la nature. Je te propose qu'on marque une petite pause et on se retrouve juste après ça. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Ce mouchoir conçu par des experts en laboratoire analyse vos déjections nasales. Il vous alerte quand vous êtes enrhumé, vous informe sur le taux de pollution dans l'air et vous propose à chaque instant de vous tester contre la Covid-19 ainsi que les grippes A et B. Aïe. Option H1N1 sur commande. La belle histoire. La légende du colibri. Un jour, il y a un incendie dans la forêt. Les animaux s'enfuient vers le rivage pour se mettre dans l'eau à l'abri des flammes. Plouf, le colibri prend une goutte d'eau dans son bec et va la jeter sur les flammes. Pip. Puis il recommence encore et encore, Pip. Pip. Essayant d'éteindre le feu goutte par goutte. Un tatou qui le voit ainsi s'agiter lui demande: Hé, colibri, est-ce que tu sais que tu n'arriveras pas à éteindre l'incendie comme ça, car tu ne portes pas assez d'eau à la fois? Le colibri lui répond alors: Oui, je sais, mais je fais ma part. Cette histoire explique bien que quand un danger menace un groupe entier, il faut savoir mettre provisoirement de côté nos différences et nous unir le temps de régler ce problème commun. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai.
Ce slip peut être porté plus d'une semaine sans développer de champignons ni de bactéries. Grâce à sa climatisation intégrée et sa capacité à s'auto-retourner toutes les 12 heures. Piles vendues séparément. C'est Kiki qu'on invite? L'invité. Il y a un mec qui s'appelle Idriss Aberkan. Il explique que la nature est une bibliothèque et qu'il faut arrêter de brûler les livres. Il faut se contenter de les lire et les remettre dans l'étagère. C'est exactement ça en fait. Faut observer la nature, reproduire sans la perturber, sans gratter le sol et perturber l'environnement que l'on observe. Et juste se mettre en mode observateur, observer et reproduire dans son petit coin de potager la même chose que la nature a mis plusieurs dizaines d'années à faire toute seule. L'idée de pouvoir reproduire la même chose en accéléré, parce qu'on n'a pas toute la vie, comme on dit. Il y a quelques dizaines de millions d'années de recherche et développement. Voilà, de la nature qui s'est débrouillée toute seule. Alors à nous d'être un peu plus intelligents et de refaire en accéléré et en améliorer ce que la nature a mis des années à faire. Encore un autre apport organique, c'est la drèche de la brasserie La Petite Sœur, la brasserie locale de Sartrouville. À chaque brassin, il se débarrasse d'à peu près 300 kilos de drèche. Il y en a une petite partie qui a été récupérée à sol majeur. C'est quoi l'idée de la drèche ? Enfin, pourquoi L'idée de la drèche, encore une fois, c'est déjà une matière qui est fragmentée, puisque c'est du résidu de céréales, donc ça reste de la matière relativement fine, donc encore une fois déjà relativement fragmentée. Donc plus c'est fragmenté, et plus c'est en petits morceaux, et plus ça va aller vite à composter. Et puis surtout, ça a déjà macéré. Donc comme elle a déjà macéré, qu'il y a des levures qui s'y sont développées, aussitôt mis en compost, soit en silo, dans des bacs, ou même en tas, un vulgaire tas, la matière se met à fermenter très vite, à développer des champignons, et forcément développer un compost relativement vite. Encore une fois, on est sur le gain de temps et le fait des levures accélère le processus et le compost se fait très très vite avec de la matière fine. Donc en fait, cette matière récupérée à la brasserie, La Petite Sœur, c'est une ressource importante en fait quand on veut régénérer les sols. C'est une ressource importante, mais aussi par rapport à des feuilles mortes qui vont réduire en volume de 10 fois ou 50 fois, la drèche va perdre peut-être la moitié de son volume une fois décomposée. Donc sur 500 litres de drèche récupérée, on va peut-être déjà obtenir 250 litres de compost. Par le volume rendu au final, il y a beaucoup moins de réduction que sur un tas de feuilles mortes, où on va partir sur 500 litres de feuilles mortes, et puis à la fin, on va obtenir 10 litres de compost. Ouais, c'est concentré en fait. C'est concentré, c'est volumineux, et le rapport de réduction est beaucoup moins réduit sur de la drèche que sur des feuilles mortes, même si le résultat sera le même au final une fois composté. D'accord. Et alors sur le compost, je parle du compost assez classique que les gens font avec leurs déchets d'épluchures de cuisine. J'ai entendu dire que quand tu viens et que tu mets tes déchets de cuisine, il faut quand même rajouter une poignée de feuilles, une poignée de choses sèches ou même de la paille. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise école, encore une fois, parce que dans la nature, si on prend l'exemple de la forêt, s'il y a un tas de feuilles mortes à un endroit et qu'un animal vient poser sa trace en excréments, oui, ça sera plus long à composter à l'endroit où il y aura eu le petit dépôt sauvage, qui reste naturel, plutôt que le tas de feuilles mortes. Donc oui, il y aura plus de matière à cet endroit-là, mais encore une fois, c'est une question de temps. Donc plus c'est fragmenté, plus on gagnera en temps. Alors après, dans le compost, on peut mettre de tout. J'avais cru comprendre qu'il y avait une espèce de rapport azote-carbone, avec l'azote étant les végétaux, on va dire, frais, en tout cas encore vivants, ou enfin les épluchures de... voilà. Et puis carbone, tout ce qui est un peu sec et mort, quoi. On peut, oui. Alors après, il y a moult et moult écoles. Certains disent qu'il faut une couche de carbone, une couche azotée, une couche carbone, faire en forme de lasagne. Mais peu importe que ça soit que du carbone, par exemple l'exemple des ballots de paille, qui sont que de la matière carbonée. Mais une fois ce ballot de paille imbibé d'eau et d'humidité,
Des champignons vont s'y développer, des mousses, toute une multitude d'êtres vivants Azoté, du coup. qui vont devenir de la matière azotée. Et naturellement, le carbone va se transformer en azote puisque tous ces petits animaux microscopiques vont y poser aussi leurs déchets. Et indirectement, on aura de la matière azotée qui va s'incruster dans la matière carbonée. C'est ouf. Et inversement, si on fait un tas d'oranges pourries qu'on laisse se décomposer, on pourra dire ça a beau être de la matière acide, oui, mais peu importe, ça reste de la matière naturelle qui va quand même fermenter et chauffer et développer des levures avec le sucre, ce qui va permettre à ce tas d'oranges de chauffer. Quand il n'y aura plus d'humidité et que la matière aura fini de chauffer, on aura une matière carbonée qui va en ressortir. Donc l'équilibre se recrée toujours naturellement. Encore une fois, la nature reprend toujours le dessus. Les équilibres se font. Azote, carbone, chacun fait comme il veut. La nature remettra toujours un niveau naturellement, en fait. Ouais, par contre, ce qui est sûr, dans le compost, pas de plastique, pas de métal. Enfin, je sais pas, ça me semble assez évident, mais il faut le rappeler parce que... Pas de cailloux. Est-ce qu'on peut mettre de la terre dans un compost ? C'est inutile. De la terre dans un compost, ça sert à rien. C'est inutile. C'est pas une matière intéressante puisque la terre fait déjà partie du sol. Donc l'idée, c'est d'améliorer le sol et de pas remélanger du sol avec du sol. Okay. Ça sert à rien. Ouais, évidemment. Allez, je te propose de faire une petite pause pour notre flash info. Les informations. Qu'elles sont bonnes! Éclairer des villes avec des plantes luminescentes. Une start-up française propose d'utiliser des plantes luminescentes pour éclairer les villes. Génial. Sophie Humbert, fondatrice de Aglaé, à Chartres, a développé un sérum aux capacités étonnantes qui rend les fleurs et les plantes luminescentes jusqu'à 3 mois. 3 mois. Moi. Sa technologie était co-conçue, non nocive pour la plante et l'environnement. Elle offre une alternative écologique à l'éclairage public et réduit la pollution lumineuse. Génial, en voilà une idée qu'elle est bonne. Bravo! Oui! Montreuil débitumise ses places de parking. Débite ou tu mises? Tu mises ou tu bites? Débitumise. Débitumise. Oui, Montreuil débitumise ses places de parking pour lutter contre la chaleur et favoriser le cycle de l'eau. Le bitume sature nos villes, imperméabilise les sols et contribue aux hausses de température. De plus en plus de communes choisissent de le supprimer partout où il n'est pas indispensable. Dans les cas les plus fréquents, la débitumisation. Débite ou tumisation? Intéressant. Dans les cas les plus fréquents, la débitumisation des villes concerne les cours de récréation, mais désormais aussi les places de stationnement. Compost obligatoire l'année prochaine. Compost ou poste au con? Compost. Ok. Rien à voir avec les facteurs. Hein. À partir du 1er janvier 2004, composter sera obligatoire. Attention, c'est 24. T'as dit 2004. Ah, 2004. Ah, je me suis trompé, j'ai pris 20 ans de retard, c'est la faute à Marty McFly. Particuliers et collectivités devront recycler leurs déchets organiques. Composter permettra de valoriser les biodéchets Ouais. et obtenir l'or noir des jardiniers, riche en azote et en carbone pour nourrir le potager ou les fleurs. En voilà encore une idée qu'elle est bonne. Ouais, bravo. Ah, des cochons dans les vignes. Dans ces vignes, des cochons remplacent pesticides et machines. Pour lutter contre l'épuisement des terres et les conséquences néfastes sur la santé et la biodiversité, une initiative de remplacement a été lancée en Champagne. Champagne. Ouais! Des cochons de Nouvelle-Zélande remplacent les herbicides chimiques depuis mi-janvier 2023. Les moutons avaient déjà été testés, mais sans succès, car ils mangeaient aussi les jeunes pousses. Oh, pas de pinard. Oh, bon. Olivier Zebic, consultant agricole, explique que les cochons mangent les racines et les rhizomes des mauvaises herbes sans abîmer les pieds de vigne. Ou, pour les connaisseurs, les cépages. Jean-Étienne Bonner, vigneron, testant cette expérience, attend les résultats et espère que cette alternative s'avère plus écologique. Et elle mérite d'être très bien suivie. C'est Kiki qu'on invite? L'invité. Il y a un truc sur le compost qu'on peut dire. Tu te rappelles de quand on parlait de l'analogie avec une recette de cuisine. Et quand tu fais une recette de cuisine, bah tu mets pas tes œufs, ta farine, ton sucre, tout ça dans le saladier et ça y est, ton gâteau est prêt. Ouais, alors oui et non, parce Non. que c'est pas parce que tu mets forcément les ingrédients dans le bon ordre ou dans le mauvais ordre, il n'y a pas vraiment de mauvaise recette de cuisine. Non mais par exemple un compost, Mais il y a... si tu l'arroses jamais et qu'il est sec et qu'il est fermé, Ah bah, il se passera rien. ouais mais ça les gens le savent pas en fait. Je t'assure hein. Faut qu'il y ait... Ouais, le compost doit avoir un certain taux d'humidité
Pas trop non plus, parce qu'après, si c'est... Enfin, Ça pourrit sinon. ça pourrira, mais vaut mieux trop que pas du tout. S'il est pas du tout arrosé, ça revient au même que de mettre un tas de foin ou un tas de paille dans un tiroir et de revenir 50 ans après. Ouais. S'il est dans le tiroir au sec, t'auras toujours le tas de foin dans le même état 50 ans après. C'est le principe de stocker la paille dans la grange. Maintenant, si dans cette grange, il y a des fuites et que l'eau rentre par des tuiles cassées, forcément, aux endroits où il y aura de l'eau, il y aura de la vie qui va se développer, la paille va pourrir. Et forcément, la conservation se fera pas. Donc un compost, du coup, ça s'arrose un peu quand même. Vaut mieux l'arroser plus que pas du tout. D'accord. Parce que plus il va pourrir, se tasser, arriver à un moment donné, va quand même fermenter, développer de la chaleur. Donc s'il développe de la chaleur, va développer une sorte de vapeur, va évaporer l'excédent d'eau. Donc forcément, l'équilibre naturel va se refaire tout seul et va quand même fermenter. Donc l'idéal est de pouvoir surveiller le compost et de l'arroser régulièrement sans trop d'excès pour pas le noyer, mais suffisamment pour que la vie puisse s'y développer. C'est un petit peu comme une fleur qu'on arrose régulièrement. Faut l'alimenter, mais pas non plus la noyer, sinon... D'accord, faut en prendre soin, en fait. Faut prendre soin. Ouais, Voilà, prendre soin. C'est un petit peu comme un terrarium où on pourrait y développer la vie, et ça passe encore une fois par l'observation, à voir si le compost est trop ou pas assez arrosé. Il y a plusieurs écoles, il me semble. Il y a ceux qui le retournent et ceux qui le retournent pas. Et j'imagine qu'il y a plusieurs façons de faire, que les deux fonctionnent, mais le fait de le retourner, c'est pourquoi? C'est pour accélérer encore? Alors, ça ou peut pas accélérer dans le sens où la fermentation va s'y développer plus vite, mais encore une fois, les insectes qui vont être installés et où la vie sera développée et qu'on aura un hôtel à insectes naturel, quand tu vas venir retourner ton compost, tu vas perturber la vie qui s'y est installée. Ouais, tu vas Donc casser tu vas accélérer le compostage par la fermentation, mais tu vas ralentir le développement des insectes qui est dedans. Donc il y a du pour et du contre. y a du pour, il y a du contre, il y a plusieurs écoles. L'idéal, c'est de pouvoir faire, alors ça jamais, je sais pas si des gens se sont amusés à la vérifier, mais l'idéal, c'est de faire 2 tas de compost avec les mêmes matières, le même volume, la même quantité d'eau apportée. Et puis un tas, on le laisse se développer, fermenter et composter tout seul. Et l'autre tas à côté, le retourner régulièrement pour que ça fermente. Et constater s'il y en a s'il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Là, à l'homme d'être plus intelligent et d'apporter sa petite touche pour accélérer le phénomène. Okay. Mais il n'y a pas de mauvaise école, puisque de toute façon, la nature prend toujours le dessus et se débrouille très bien sans l'homme. Donc, quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à du compost. Il y a un truc dont tu pourrais nous parler quand même, c'est assez rigolo. Il paraît que certains champignons phosphorescents ont été vus à sol majeur. C'est pas il paraît, puisque en fait... il s'est avéré qu'un soir, j'ai un petit peu tardé sur sol majeur, à mélanger, à retourner les tas de compost, jusqu'à un moment où dans ce tas de compost, j'ai vu une petite chose qui avait l'air de dégager de la lumière. Donc sur le coup, j'ai cru que c'était un morceau de plastique un peu phosphorescent. Et en fait, il s'est avéré qu'en amenant cette chose... un peu phosphorescente à la lumière, et ben c'était en fait un champignon qui s'était développé sur une pauvre écorce de marron. Et en fait, ce n'était pas un bout de plastique ou une matière humaine laissée par inadvertance dans ce tas de compost, parce que ça arrive qu'on y récupère des papiers, des étiquettes collées sur les épluchures de légumes. Mais il s'agissait bel et bien d'un champignon donc naturel qui s'était développé sur une écorce et qui dégageait naturellement de la lumière. Parce qu'une fois rapporté sous l'éclairage, il s'agissait bien d'un champignon développé sur l'écorce de marron. Ce qui est complètement hallucinant, je ne connaissais pas ça. Et il suffit simplement de regarder sur Google champignon phosphorescent. Et de par nos anciens, c'était une matière fréquente, puisqu'apparemment il y en avait... dans beaucoup de forêts, sans pollution, donc, se développaient des champignons qui étaient phosphorescents. Et même des traces d'anciens écrits décrivaient que les gens se repéraient par rapport à ces champignons sur les arbres.
Alors c'est marrant parce que il y a une start-up française qui propose d'utiliser des plantes luminescentes pour éclairer les villes. Ouais. Donc il y a des gens qui J'en ai travaillent entendu parler. justement à refaire pousser des plantes luminescentes ou des Donc champignons. des ingénieurs, Voilà. certainement. Mais il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte que la nature développe des choses. Et encore une fois, ça passe par l'observation pour réussir à reproduire ce que la nature a mis des milliers ou des millions d'années à développer. À nous d'être intelligents pour le reproduire relativement vite et surtout au bon usage. Plutôt que de mettre des lampadaires sur les routes, il suffirait de planter des arbres avec 7 couches de champignons sur l'écorce et ça éclairerait pas forcément, mais ça ferait un bon point de repère pour s'orienter ou pour délimiter les routes. Carrément. Un petit peu à la Avatar, en fait. Dans Avatar, toutes C'est ces même plantes. pas un petit peu, c'est complètement comme dans Avatar, c'est exactement ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup Stéphane pour ce moment passé en ta compagnie. Merci à toi, merci à ceux qui écoutent et qui essaieront de reproduire à petite échelle leur petit coin de paradis dans leur jardin. Après, il n'y a rien de formel en disant ouais, il faut absolument faire comme ci ou comme ça. Le tout est d'essayer de bien faire et de reproduire ce que la nature fait naturellement. Quand est-ce qu'on peut observer tous ces composts, ce travail à sol majeur Eh ben, venez nous voir tous les dimanches. Il y a toujours une présence encore plus par les beaux jours. Venez nous voir tous les dimanches, sur sol majeur, sur les quais de Seine. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous montrer de quoi la nature est capable, parce que c'est pas nous qui sommes capables de faire ça, c'est la nature qui veut bien faire ce qu'elle veut, à condition qu'on l'accompagne et qu'on l'aide. Ouais. T'es dimanche, tu disais matin, après-midi ? Plus l'après-midi, mais bon, par les beaux jours, il y a du monde toute la journée. Ouais. On se fera un plaisir de vous accueillir. Ok, merci beaucoup. On ne manquera pas d'y aller. Merci à vous. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Marre des assiettes qui ressortent sales de votre lave-vaisselle ? Grâce à la puissance de son jet jusqu'à 50 litres par minute, notre prélaveur enlève toute nourriture collée à vos assiettes, les rendant suffisamment propres pour être mises telles quelles dans votre lave-vaisselle. Waouh ! L'écologie. Et l'écologie? Alors, le sol, c'est quoi ? Depuis des millions d'années dans la forêt, les arbres perdent leurs feuilles en automne. Les fruits tombent sur le sol, les animaux font leurs besoins, et pourtant, le sol de la forêt n'est pas recouvert d'un tas d'immondices. Mais alors, que se passe-t-il donc ? Mais que se passe-t-il ? Des êtres vivants transforment les déchets organiques en humus. L'humus qui nourrira la terre qui nourrira les plantes, et les plantes qui nourriront les animaux, dont les humains. Il y a quoi dans la matière organique ? La matière organique qui produit l'humus peut être composée de feuilles, d'aiguilles, de tiges, de racines, de bois, d'écorces, de graines, de pollen, d'excréments et de cadavres d'animaux. Elle est ensuite décomposée et déplacée par des organismes détritivores tels que les bactéries, les champignons et les invertébrés. Il y a beaucoup d'êtres vivants dans le sol ? Il existe plusieurs milliers d'espèces, la plupart étant si petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Quel dommage. Et c'est leur présence qui permet de garder le sol en bonne santé. C'est eux qui, jour et nuit, travaillent gratuitement à rendre le sol fertile. Moi, je crois pas. C'est pas possible, je crois pas. Parmi ces êtres vivants en souterrain, les plus connus sont les vers de terre, les cloportes, les asticots. C'est sale. Ce sont les mouvements de ces animaux qui créent les trous facilitant la circulation de l'air et de l'eau dans le sol, et aussi l'avancée des racines. La vie du sol peut être classifiée en 4 tailles, du plus grand au plus petit. Mégafaune, macrofaune, mésofaune, microfaune. Test, 1, 2, 1, 2. Et les végétaux dans tout ça ? Les végétaux sont des êtres vivants. Il en existe plus de 300 000 espèces. On y compte par exemple les arbres, les mousses, les feuilles, les algues, etc. Les végétaux produisent l'oxygène que l'on respire et sont également à la base de la chaîne alimentaire. Nous avons encore beaucoup à apprendre des végétaux. Chaque jour, de nouvelles découvertes sont faites. Bravo. Par exemple, nous commençons à peine à comprendre que les arbres communiquent entre eux et échangent des ressources chimiques grâce à leurs racines connectées en sous-sol par les champignons. Comment on fait pour la vie revient dans le sol ?
D'abord, retirer les déchets qui ont été oubliés par les humains. Ensuite, apporter de la vie en augmentant l'apport en matière organique. C'est ce que l'on appelle composter. Composter? Bah oui, c'est quoi? Composter, c'est aider la nature à faire ce qu'elle sait si bien faire, créer de l'humus. Nous allons dans notre composteur favoriser et donc accélérer la décomposition de la matière. Dans un composteur, on réduit en morceaux les déchets du jardin, on arrose et on les laisse se faire décomposer par les organismes vivants. Ce travail de millions d'êtres vivants produit de la chaleur. Un compost peut chauffer jusqu'à 70 degrés. Au bout de 4 à 8 mois, on obtient de l'humus qu'on va remettre dans le sol pour nourrir les plantes qui vont nous faire vivre. D'ailleurs, les mots humus et humain ont la même racine. Mais pourquoi c'est important de garder nos sols vivants? Pour que les humains restent en vie et en bonne santé, il leur faut manger tous les jours de la nourriture de qualité. Même les animaux que nous mangeons ont besoin de se nourrir de plantes pour vivre. Il est donc très important que nous fassions attention à ce que les végétaux puissent continuer de pousser correctement. Et il n'existe pas de nourriture de meilleure qualité que celle qui pousse dans un sol rempli de vie. Il est donc majeur de garder précieusement nos sols vivants. Et c'est aussi pour cela que la maison de l'écologie de Sartrouville s'appelle Sol Majeur. Est-ce qu'on peut aller à Sol Majeur avec ma classe? Bien sûr, tu peux demander à ta maîtresse d'emmener ta classe pour faire une visite et un pique-nique à Sol Majeur. Génial! Tu verras comme c'est chouette de passer du temps en dehors de ta salle de classe. Un petit peu comme une journée de classe verte, quoi. Quelle action dois-je faire pour améliorer le sol? De façon générale, il faut prendre soin des êtres vivants, même s'ils ne sont pas humains. Oui, gentil. Et puis, un geste facile et immédiat, ramasser les résidus humains, c'est-à-dire les déchets laissés partout par les humains. Il ne faut pas attendre que d'autres le fassent à notre place, et bien comprendre que chacun doit faire sa toute petite part sans rien attendre des autres. Ah oui, comme le colibri. Et donc, ramasser les déchets que l'on trouve partout pour les mettre dans une poubelle. Et qu'est-ce que je peux faire avec ma classe? Par exemple, semer des graines de fleurs ou de légumes. Ding. Ou mettre en place un compost dans ton école. Ta maîtresse peut aussi demander à ce que du béton soit enlevé dans la cour pour y implanter un potager. Bref, plein d'actions peuvent être mises en place dans les écoles. Plus vous serez d'élèves à y participer, plus il sera facile de les mettre en œuvre. Qui est volontaire? Monsieur, La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Samedi 4 avril, c'est la journée mondiale de la pollution. C'est génial. Pendant toute cette journée, vous aurez le plaisir de polluer comme bon vous semble. Ouais, d'accord, c'est promis. Alors gardez précieusement vos huiles de vidange ainsi que vos pneus pour cette grande journée. Ouais, brûle tes pneus. Le 4 avril, rejoignez la journée mondiale de la pollution dans une ambiance positive et conviviale. Allez, on brûle tout. Écolo, copie. En conclusion, pour conclure cette émission, on a bien compris que pour préserver la vie facile que nous avons la chance de connaître, il faut faire très attention à nos sols. Les laisser propres est une chose, mais les rendre de nouveau vivants en est une autre bien plus importante. Nous constatons que tout est lié. Les cochons dans les vignes ou l'utilisation de plantes luminescentes pour l'éclairage public sont tout autant utiles que les enfants compostant dans leur école ou même que l'action de chaque personne qui œuvre pour être gardienne du vivant. Tout colibri que vous êtes, faites votre part à votre niveau et surtout, mettez-vous en lien avec les autres écolo-optimistes. Nous avons la chance d'avoir à Sartrouville Sol Majeur, notre maison de l'écologie. Un lieu fait pour apprendre, pour expérimenter et aussi pour rencontrer d'autres personnes sensibles à l'écologie. Les jardiniers bricoleurs, appelés aussi les jardineurs, vous accueillent chaque dimanche après-midi ensoleillé lors de leurs portes ouvertes. Alors, rendez-vous au 21 quai Pierre Brunel pour faire votre part, localement, ensemble. Et on termine cette émission en chanson avec le titre « Notre belle planète », composé et interprété par les jardineurs. Écolo, Copie. l'écologie. Qui donne envie. Dans notre société, un changement s'opère. On pense à la Terre, on voudrait la sauver. Une prise de conscience qu'on aimerait planétaire. Franchement, la Terre, là on n'a rien à cirer. Sur toute sa surface, ce ne sont pas quelques cons
qui vont la gêner même par milliers de millions. Elle a vu bien pire comme petit parasite et s'en est toujours bien remise. Notre belle planète qui nous a enfantés, on vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais qu'on arrête de la déranger avant qu'il ne lui prenne l'envie de se gratter. Alors arrêtons de vouloir la sauver, c'est juste l'humain qu'il faudrait préserver. Et pour y arriver va falloir s'adapter et puis apprendre à la respecter. Il faut entretenir notre terre, nous n'y sommes que des locataires. Pour que le bail soit renouvelé, faudrait éviter de tout dégrader. Notre belle planète qui nous a enfantés, on vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais qu'on arrête de la déranger avant qu'il ne lui prenne l'envie de se gratter. Pensez un peu à ceux qui vont hériter demain de tout ce que vous laisserez. Oui, nos enfants sauront nous juger et peut-être même nous condamner. Si vous voulez vraiment éviter que nos descendants vivent tous cloîtrés, faites votre part de votre côté, n'attendez plus d'être assistés. Notre belle planète qui nous a enfantés, on vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais qu'on arrête de la déranger avant qu'il ne lui prenne l'envie de se gratter. Vous ne savez pas par où commencer, ou bien c'est juste de la timidité. Soyez confiants et même rassurés, les jardineurs sont à vos côtés. Mi-bricoleurs, mi-jardiniers, apiculteurs, tous passionnés. On aime partager et s'amuser, même nos abeilles sont bien élevées. À sol majeur, vous apprendrez à respecter la biodiversité et mettre en œuvre tout plein d'idées pour composter, cultiver et recycler. Notre belle planète qui nous a enfantés, on vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais qu'on arrête de la déranger avant qu'il ne lui prenne l'envie de se gratter. Notre belle planète qui nous a enfantés, on vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais qu'on arrête de la déranger avant qu'il ne lui prenne l'envie de se venger.